Si je devais réapprendre à utiliser l'IA en 2026, la seule chose que je ferais, ce serait de regarder cette vidéo. En effet, dans cette vidéo, je vais aborder toutes les thématiques dont vous avez besoin pour apprendre à utiliser l'IA. De la théorie, en passant par la création de sites web, puis l'utilisation d'agents IA pour votre cas personnel ou votre business. J'aborderai tous ces thèmes dans cette vidéo. Alors accrochez-vous et c'est parti pour 1h30 de pure valeur. Donc, pour cette première partie de cours, nous allons étudier la théorie sur l'IA. Donc, qu'est-ce qu'un agent IA? Comment ça fonctionne un LLM? C'est quoi le contexte? C'est quoi les tokens? Donc, on va vraiment rentrer en détail sur le fonctionnement des modèles de langage. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Donc, LLM déjà, qu'est-ce que ça signifie? Large, grand modèle de langage en français. Donc, pourquoi large? Large parce que ça va être entraîné en fait sur des milliards de mots. Donc, des tonnes de livres, des sites web, des articles Wikipédia, plein de données écrites. Language parce qu'en fait, il traite du langage humain. Donc, on va donner à ces modèles plein de langage humain, plein d'articles, comme on a dit, des livres, des sites web, des phrases, des questions et des réponses. Et modèle, pourquoi? Parce que c'est un programme mathématique, c'est pas de magie, on n'a que des calculs. Donc en fait, on va réaliser des modèles mathématiques à partir de langage humain, donc de mots, de gros datasets de mots. Donc en fait, il faut vraiment imaginer comme si on avait, une grande machine, un robot là, comme ça. Là, on va se faire un petit robot qui mangeait des mots toute la journée. Donc il mangeait des lettres en continu. Hop là, tout le temps, on lui a fait manger une tonne de lettres à ce robot pour en faire un modèle, puisqu'il y a des patterns qui ont émergé de tous ces mots qu'il a mangés, des patterns sont nés, finalement. Donc, descendons un peu et allons voir l'histoire depuis 2017 de ces LLM, comment ils sont apparus. Donc, en 2017, on a Google qui invente le Transformer. Donc, Google, en fait, publie un papier qui s'appelle « Les Transformers, qu'est-ce que c'est ?» Donc, avant, parce que oui, les IA, ça date pas d'aujourd'hui, c'est assez vieux. D'ailleurs, vous mettrez en commentaire pour vous pensez que ça date de quand les IA, les premières IA. Avant, les modèles, ils lisaient les mots mot par mot. Donc, dans la phrase « est, le chat est noir », eh bien, on lisait le puis chat, puis le, puis chat, puis est, puis noir. Et en fait, quand on lisait le, puis on passait à chat, on oubliait un peu le. Et quand on passait à est, on oubliait un peu le chat et on avait un peu plus oublié le, et ainsi de suite. Et en fait, à la fin de la phrase, du coup, il restait plus rien en mémoire. Donc, d'où l'exemple. Donc, le problème ici, c'est qu'on était lent et on avait une mauvaise mémoire. Et après cette révolution, du coup, des Transformers, le modèle va lire tout en même temps. Donc, il va lire tous les mots de la phrase en même temps. Donc, le chat est noir, d'un coup, genre comme si c'était une capture d'écran. Et il va faire, en fait, des liens entre ces mots. Donc, l'épaisseur est égale à la force du lien entre les mots. Donc, on a amélioré grandement la rapidité, puis on a développé vraiment une excellente mémoire pour nos modèles. Dans notre exemple, du coup, le chat est noir, le Transformer sait quels mots sont importants pour comprendre chaque autre mot. Donc, il y a cette notion vraiment de contexte qui est rajoutée. Donc, le chat mange sa nourriture, le ça est lié au mot chat. Du coup, le modèle, il le voit directement. Alors qu'avec l'ancienne méthode, le chat mange sa nourriture, on aurait déjà oublié le chat. Donc, en fait, le modèle ne saurait même pas de quoi il parlait juste avant. Donc ça, c'était la résolution des Transformers. Du coup, en 2020, OpenAI sort GPT-3, un modèle qui surpasse de loin tous les anciens modèles. Donc là, j'ai mis un diagramme qui représente l'évolution du nombre de paramètres. Je vais expliquer juste après ce que c'est, en fonction des modèles, et on voit que GPT-3 a tout explosé. Tac. Donc GPT-3, le Transformer existait déjà, et OpenAI l'a rendu énorme. GPT-1, en 2018, c'était 117 millions de paramètres. GPT-2, en 2019, c'était 1,5 milliard de paramètres. Et GPT-3, en 2020, c'était 175 milliards de paramètres, soit 1000 fois GPT-2. Donc déjà, un paramètre, qu'est-ce que c'est? Ça va être un petit réglage, si je devais le symboliser, dans le cerveau de notre modèle. Et plus il y en a, plus le modèle peut mémoriser des nuances, par exemple, de ce dont on parlait avec le chat et noir. Donc maintenant, en fait, GPT-3, il s'est mis à développer des facultés grâce à tous ces paramètres. Je vais l'écrire juste ici. GPT-3, il s'est mis à développer de l'intelligence. Plus petit. GPT-3, il savait faire ça sans être entraîné. Donc voilà, GPT-3, il s'est mis à développer ses capacités
sans avoir été entraîné directement pour cela. Donc il savait traduire directement du texte, donc par exemple d'anglais français. Il savait écrire du code et il savait résumer n'importe quel texte alors qu'il n'a pas été entraîné sur ça. Donc la leçon ici, c'était que plus il y avait de paramètres, plus le modèle devenait intelligent, égal plus intelligent. Donc en gros, des capacités se sont mis à apparaître d'elles-mêmes sans qu'on les ait explicitement programmées. En 2022, je vais juste faire les connexions. En 2022, on lance ChatGPT. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en 2022, il y a ChatGPT qui est sorti au grand public. Ça a été vraiment une vraie révolution. Moi, je m'en souviens encore. J'étais en plein durant mes études à l'IUT. Et un jour, on voit là, en novembre 2022, c'était ma rentrée en école d'ingénieur. On a eu le lancement de ChatGPT et ça a atteint 100 millions d'utilisateurs en moins de 2 mois. Donc je me souviens, c'était absolument exceptionnel. Donc qu'est-ce qui s'est passé en fait avec le lancement en fait de ChatGPT, avec cette ouverture au public, c'est qu'avant, GPT-3, il existait depuis 2020. Alors pourquoi en 2022 on n'en a entendu que parler maintenant? Parce qu'avant, il faut se dire que les IA, on y accédait via des interfaces de code. Donc en fait, la plupart du temps, les IA, elles étaient réservées à des développeurs. Donc pour interroger les IA, en fait, il fallait passer directement par du code. Donc on pouvait interroger il y avait des codes Python qui existaient où on pouvait interroger les modèles, qui nous répondaient, etc. Donc c'était pas du tout ouvert au public. Donc c'était vraiment ouvert à la communauté de programmeurs. Donc l'interface était réservée aux développeurs. Il fallait écrire du code pour interroger le modèle. C'était inaccessible au grand public pour tout le monde, comme vous et moi. Et en fait, avec ChatGPT, du coup, l'interface de chat simple, n'importe qui pouvait taper une question et avoir une réponse en direct. C'était la première fois qu'il y avait un modèle qui était aussi performant et aussi simple d'utilisation. Et en fait, la technique, ce que ça leur a permis, l'innovation qui est sortie en fait de cette expérience, c'est le reinforcement learning. En gros, pour vous expliquer, le fait que tous ces utilisateurs utilisent en même temps cette IA, ça a rajouté encore plus de données pour entraîner les modèles. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand on utilisait ChatGPT, en bas, il y avait marqué, même je pense que ça y est toujours, que nos réponses seront utilisées pour entraîner le modèle et il fallait cocher oui ou non pour autoriser nos données pour enregistrer, pour faire évoluer le modèle en fait. Donc, dans notre cas ici, le modèle, il générait une réponse. Donc, un humain notait cette réponse, est-ce qu'elle était bonne au modèle, donc c'était le feedback, quoi, finalement. Le modèle, il va donc apprendre à mieux répondre, et on recommence, ainsi de suite. Et c'est pour ça qu'on a des modèles qui sont de plus en plus performants. C'était la première mondiale. Un modèle de cette taille et un nombre d'utilisateurs qui était aussi énorme. Donc, on avait de quoi s'entraîner. Donc, résultat, 100 millions d'utilisateurs en 2 mois. Jamais un produit tech n'avait grossi aussi vite. Et enfin, en 2023-2024, ça a été plus de modèles d'IA sont apparus comme Claude, Gemini, Mistral, sachant qu'ils étaient déjà présents, mais ils se sont un peu plus popularisés au grand public, du coup. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on connaît tous nos modèles. Parce que oui, voilà, ChatGPT ouvre la boîte de Pandore et tout le monde se lance. Tout le monde a voulu, toutes les grandes sociétés ont voulu lancer leur modèle d'IA ouvert au public. Donc on a eu Gemini, Claude, Meta, Mistral, tout est apparu. Sauf que 2 types de modèles, du coup, sont apparus en même temps. 2 grandes familles de modèles. On va avoir les modèles fermés, propriétaires, avec GPT. Bon, là, 4, on a GPT. Tous les GPT, la plupart, sont fermés. On a des modèles open source, cependant, d'OpenAI quand même. Gemini, Claude, etc. Tous ces modèles sont fermés, c'est-à-dire qu'on ne peut pas accéder au poids, on ne sait pas comment ils sont réalisés. C'est-à-dire que on n'y voit rien, on peut juste les utiliser, mais sans voir le code vraiment profond du modèle. Donc le code est secret, l'accès est payant, et c'est contrôlé par une entreprise. Et ensuite, on a eu d'autres modèles, donc dits ouverts, open source. Donc ces modèles, on a Llama, on a Mistral, on a Falcon, enfin, il y en a vraiment énormément. Donc le code est public, les poids, ce qu'on appelle, sont ouverts. L'accès est public, c'est gratuit et c'est utilisable par tous. Donc ça veut dire que ces modèles open source, vous pouvez carrément les télécharger, les faire fonctionner sur votre ordinateur si c'est assez puissant, faire fonctionner sur vos propres serveurs et les entraîner sur vos données pour en faire des modèles fit à votre activité, par exemple, entre autres. Donc après toute cette révolution, on arrive aujourd'hui au fonctionnement à essayer de comprendre aujourd'hui comment fonctionnent ces modèles d'IA qu'on utilise tous les jours. Parce qu'il n'y a pas un jour où on n'utilise pas des modèles d'IA finalement.
Donc l'étape 1, c'est que vos modèles d'IA, qu'ils soient GPT, Claude, peu importe, ils ont lu des milliards de textes, donc des livres, des Wikipédia, des forums, des articles, comme on a dit juste avant. Et en fait, ils ont appris à prédire le mot suivant. Donc, pour l'exemple, le ciel est, le modèle a appris à prédire qu'est-ce qui vient après le ciel est. Le ciel est. Donc, est-ce que le ciel est rouge? Est-ce que le ciel est bleu? Est-ce que le ciel est vert? Il a sûrement prédit que dans la plupart des textes qu'il a ingérés, le ciel était bleu. Donc si on lui écrit « le ciel est », il va prédire que le ciel est bleu. En fait, la réponse qu'il nous donne est à partir de statistiques. Et en gros, ben voilà, il a ingéré des milliards d'exemples comme ça. Donc en gros, maintenant, dans l'étape 3, c'est quand on pose une question, il prédit les mots, il prédit mot après mot. Donc bonjour, je suis Claude, etc. Donc voilà, l'analogie, c'est comme compléter une phrase après avoir lu 1 million de livres, mais à une vitesse et une échelle impossible pour un humain. Le fonctionnement est aussi simple. Les LLM prédisent le prochain mot. Aussi simple que ça. Ensuite, du coup, on peut, à partir de tout ce qu'on a vu précédemment, déterminer ce qu'un LLM n'a pas de conscience. Un LLM ne pense pas. C'est un modèle qui prédit le mot qui vient après le précédent mot. Donc pas de conscience, pas d'émotion, uniquement des probabilités. Donc comme on l'a vu, le ciel est bleu, le ciel est rouge, le ciel est vert. Donc que des probabilités. Pas d'Internet. Le modèle, le LLM n'a pas accès à Internet. Il faut vraiment comprendre que le modèle, c'est un modèle mathématique qui prédit des mots. Il n'a pas accès nativement à Internet. C'est-à-dire qu'il ne va pas chercher sur Internet des informations. Un modèle, en fait, a accès dans sa base de données d'entraînement à des informations. Ça, on l'a souvent vu sur les anciens modèles comme GPT 3.5, par exemple, où on posait une question et il nous donnait des réponses qui dataient de 2020. On lui demandait qui était le président actuel et il donnait des réponses de 2020, car sa base d'enregistrement, de données, s'arrêtait en 2020, sa base sur laquelle il avait été entraîné. Il n'a pas accès, le modèle n'a pas accès à Internet, sauf si on le branche à un outil de recherche. Et ça, par exemple, on a eu l'exemple avec ChatGPT plus Web qui est apparu après. Donc ChatGPT plus Web, c'était un outil qui était dans ChatGPT où on pouvait cocher l'outil Web et notre IA pouvait accéder à Internet aux dernières informations. Mais il accède à Internet en utilisant des outils. Ça, on en parlera juste après. Le modèle d'IA ne sait pas. Il prédit le mot le plus probable. C'est pour ça que souvent, sur toutes les IA que vous allez utiliser, en bas, il est écrit « Attention, ce modèle peut vous donner des mauvaises réponses ». On peut le voir directement ici, de toute façon. Voilà, Claude est une IA, il peut faire des erreurs. Veuillez vérifier les réponses, par exemple. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas. Il prédit toujours le mot le plus probable. Et ça, c'est très, très important. Parce qu'une fois que vous avez vraiment conscientisé que les IA que vous utilisez ne savent rien, vous comprenez tout de suite les résultats qu'ils vous donnent. Donc, si une information n'est pas dans sa base sur laquelle il a été entraîné, ou n'est pas calculable via la probabilité, eh ben, il ne saura pas la réponse. Car tout est prédit mot. Ok, maintenant on va continuer. On va dire la première partie sur globalement comment fonctionne un LLM. Maintenant, on va voir plus en détail tout ce qui concerne les tokens, le contexte, qu'est-ce que c'est. Donc là, on va pousser un tout petit peu plus loin le curseur sur un niveau un peu plus débutant intermédiaire, où là, vous allez comprendre plus en détail comment fonctionnent les modèles. Mais c'est très important que vous restiez sur cette partie, car ça va vous permettre de mieux utiliser l'IA. Le fait de mieux comprendre un outil permet automatiquement de mieux l'utiliser. Donc, on va commencer par les tokens. Qu'est-ce que c'est un token? Souvent, on vous parle de prix au million de tokens. Donc, un modèle coûte 25 $ au million de tokens en sortie, etc. Donc ça, par exemple, ça, c'est les prix pour Claude Opus 4.6 à l'époque. Donc, c'était 5 $, je crois, le million de tokens en entrée et 25 $ le million de tokens en sortie, sachant qu'il y a aussi des tokens qui sont mis en cash. Donc, qu'est-ce que ça veut dire déjà des millions de tokens en entrée et des millions de tokens en sortie? Alors, il faut imaginer, c'est comme si je donne un livre à mon IA, je lui fais avaler ce livre. Combien il y a de pages? Eh bien, il y a, je ne sais pas, 10 pages, il y a 100 000 mots. Et bien, ça veut dire que je vais utiliser un certain nombre de tokens pour toute cette entrée. Et après, l'IA, par rapport à ma question, elle va me répondre avec de la donnée, elle va m'écrire. Donc, ces réponses qui sont écrites, ce sont les tokens en sortie. Ce sont la sortie. Donc, si le texte est plus ou moins long, eh bien, on dépense plus ou moins de tokens en sortie. Maintenant, qu'est-ce que c'est vraiment un token? Alors, un token, en fait, c'est pourquoi? C'est parce que le modèle, il lit pas les mots. En fait, vous croyez depuis le début que votre
modèle d'IA, il lit les mots, mais pas du tout. Le modèle, il va lire token par token. En fait, il va découper le texte en morceaux, appelés tokens. Donc là, on a un exemple. Je suis un étudiant. Après découpage, en fait, le modèle, lui, il voit ça. Je suis un étudiant. Donc 6 tokens. Alors que pourtant, on n'a que 4 mots. Pourquoi? Parce que le mot étudiant est découpé en 3 morceaux. Les mots courants égale un token et les mots rares égale plusieurs tokens. Donc pourquoi c'est important? Parce que les LLM, ils ont une limite de contexte qu'on présente juste après. Exemple, vous avez sûrement dû voir qu'on vous disait tel modèle a 128 000 tokens max en entrée, 200 000 tokens en sortie, etc. Donc, en fait, on comprend mieux maintenant. Pourquoi j'ai dépensé toute ma fenêtre de contexte? Parce que je lui ai passé un certain nombre de mots qui sont compliqués, donc on a dépensé tant de tokens. Le coût égale le nombre de tokens. Aujourd'hui, c'est aussi simple que ça. Si vous payez à l'API, si vous payez à l'utilisation et pas via abonnement, plus vous écrivez, plus ça coûte, tout simplement. Donc c'est prédictible. Les coûts sont prédictibles. Si vous connaissez votre utilisation, vous connaissez le prix que vous allez payer. Le français coûte plus également, car plus découpé qu'en anglais. Vu qu'on a vu tout à l'heure que le mot étudiant est découpé en 3 morceaux car il est plus rare, les mots en français sont découpés en plus de morceaux également car ils sont plus rares, vu que les modèles ayant été pour la majorité entraînés sur de l'anglais. Donc ça, c'est aussi à savoir. Alors, qu'est-ce que c'est maintenant les embeddings? Alors ça, c'est un peu plus compliqué. En gros, c'est que le modèle, c'est qu'en fait, on va représenter les mots avec des coordonnées. Donc le modèle, il transforme chaque token en une liste de nombres. Donc des mots similaires est égal à des coordonnées qui sont proches, ici. On va se le symboliser là via le schéma. Exemple, un mot, chien, il a ses coordonnées dans l'espace. Donc là, il faut imaginer un axe Y et X, voire on pourrait même dire Z, tout ce que vous voulez. Donc Y, X, on a le chien, il est ici, et le chat, il est ici. Donc ces mots sont assez proches. Hop là. Alors que le chat est plus loin de voiture. En fait, c'est simplement ça. On va donner à chaque mot des coordonnées pour représenter des familles, tout simplement. Ce que ça permet, c'est comprendre le sens. Donc roi moins homme plus femme égale reine. Vraiment. Tout simplement. Ce que ça permet, trouver des analogies. Paris est à France, ce que Berlin est à. Et de la recherche sémantique, trouver des docs similaires, même sans les mots exacts, car on connaît les coordonnées. Donc ça, c'est assez compliqué. C'est pas une notion que vous allez revoir, mais je trouvais intéressant de pouvoir la mettre. Si elle vous intéresse, vous pouvez mettre un commentaire et je vous enverrai des ressources que vous pouvez lire sur ça. Ensuite, tout à l'heure, on parlait de contexte. Donc la fenêtre de contexte, qu'est-ce que c'est? Tout simplement la mémoire de notre... Le modèle, il ne se souvient que de ce qui est dans sa fenêtre. Au-delà, il oublie tout. Donc, ça, vous avez dû le voir souvent quand vous utilisez des modèles d'IA sur ChatGPT, sur Claude, etc. Il va écrire souvent en bas qu'il a atteint tant de pourcents de sa fenêtre de contexte. Parce que chaque fois, dans la conversation, vous avez écrit, vous avez rentré des informations et il arrive au bout. Par exemple, si on peut se faire pour écrire ce cours, moi, aujourd'hui, est-ce qu'on peut voir la fenêtre de contexte que j'ai utilisée? Donc l'analogie ici, qui est représentée dans l'exemple, c'est une feuille de papier posée sur la table. Donc fenêtre de contexte, tout ce que le modèle voit. Ta question, donc c'était au premier tour, on a posé une question comme, je ne sais pas, par exemple, est-ce que tu peux, combien font 1 plus 1, par exemple, ses réponses précédentes, puisqu'il nous a répondu à notre question, et tes instructions du début. Donc là, il voit toutes ces informations à chaque fois dans sa fenêtre. Tout ce qui rentre dans le cadre, le modèle peut utiliser, et là, on voit qu'il y a encore un peu de place. Donc, si, en fait, on rajoute à la fin, chaque fois, des informations, on va perdre les informations du début, etc. Ce qui, en fait, paraît assez logique, finalement. Là, j'ai mis quelques exemples de modèles pour vous orienter. Par exemple, on avait GPT 3.5, qui était la fenêtre de contexte, c'était assez limitée, c'était 4000 tokens, donc 3 pages à 4. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Nous, déjà, je me souviens qu'on trouvait ça assez énorme de pouvoir écrire autant de texte à un modèle d'IA qui pouvait tout résumer, tout traduire. Moi, je me souviens, c'était vraiment incroyable. GPT-4 ensuite, avec 128 000 tokens. Claude 3.5, 200 000. Et là, Gemini 1.5 Pro à 1 million. Les modèles actuels comme Opus, Sonnet, etc. ont souvent des fenêtres à 1 million. Donc ça, ces modèles, ils sont pas trop à jour. Donc hors fenêtre égale oublié, pas de mémoire permanente entre les sessions. L'attention, le modèle sait où regarder. Pour comprendre un mot, le modèle, il regarde tous les autres et il décide lequel compte vraiment. Et ça, du coup, c'est ce qu'on a présenté tout à l'heure avec les transformers. Là, si je vous le remontre tout à l'heure, tac,
on avait parlé de le chat, voilà, le chat est noir. Donc avec les transformers, on pouvait lire tous les mots et on voyait le lien entre ces mots. Donc voilà, l'attention, on y retourne. Le modèle, il regarde tous les autres et décide lequel compte vraiment. Dans la phrase, elle a mangé la pomme parce qu'elle avait faim. Question, à quoi refaire le deuxième elle? Elle a mangé la pomme, avait faim. Le modèle analyse le deuxième elle, deuxième occurrence. Elle mangeait pomme faim. Attention 0,82 sur le L et faim 0,70. Le modèle comprend que L égale la personne du début qui avait faim. L'épaisseur du lien égale l'importance accordée. Ce calcul se répète des milliards de fois pendant l'entraînement et à chaque réponse. Donc pareil, ce chapitre est un peu plus compliqué, mais au moins vous comprenez comment fonctionnent les liens entre chaque mot et comment le modèle appréhende du coup ces liens directement. Ensuite, on va attaquer maintenant une autre partie que vous avez sûrement pu rencontrer dans votre usage de ChatGPT tous les jours, de Claude ou de Gemini, par exemple, entre autres, c'est l'hallucination. Pourquoi les modèles inventent? Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, le modèle, il ne sait pas. Le modèle, il ne sait pas, il va prédire. LLM, il cherche pas la vérité, il cherche le mot le plus probable. Et parfois, il se trompe et il est sûr, avec assurance. Parce que pour lui, il avait 60% de chance que le prochain mot, ça soit celui-là, et il en est sûr et certain qu'il a raison. Donc pourquoi ça arrive? Parce qu'en fait, dans ces données d'entraînement, cette valeur n'était pas présente dans les valeurs d'entraînement. Donc ça veut dire que c'est purement mathématique, il a essayé purement de le prédire de lui-même. C'est trop rare, l'info existait mais était trop peu représentée. S'il avait une information dans son dataset d'entraînement, dans toutes ces données d'entraînement qui est apparu que quelques fois, et bien en fait, il n'a pas pu créer de lien de liens solides entre ces éléments-là, ces éléments dont on a parlé par exemple tout à l'heure. Donc, il se met à inventer des liens, il se met à se dire, cet objet doit sûrement aller avec celui-là, etc. Et prédiction piégée, la suite de mots la plus probable sonne juste, mais elle est fausse, finalement. Voilà, exemple courant. Là, j'ai mis quelques exemples. Cite-moi 3 livres d'Albert Camus avec leur date. Et ça, vous avez sûrement dû le rencontrer quand vous avez dû faire un exposé ou j'en sais rien, un rapport, un compte-rendu, où vous demandez juste quelque chose d'historique qui s'est passé, mais qui est quand même assez un peu niche, qui n'est pas quelque chose de très connu, par exemple. Et donc, il va inventer. Si vous lui demandez, par exemple, cite-moi les meilleurs poèmes de Victor Hugo, c'est sûr et certain qu'il va les inventer. C'est sûr, il va sortir les vraiment plus connus. Et si vous allez fouiller un peu plus en lui disant je veux un poème de Victor Hugo qui parle de ça, il ne va pas vous dire non, il va vous citer un poème de Victor Hugo qu'il aura inventé, tout simplement. Donc réponse du modèle avec hallucination. L'étranger, 1942. La peste, 1947. Le mur, 1938. Le mur est de Sartre, pas de Camus. Le modèle est inventé avec confiance totale. C'est exactement l'exemple avec, par exemple, Victor Hugo. Il pourrait inventer n'importe quelle œuvre, vous dire des poésies, qui fait même des bandes dessinées. Il pourrait vraiment vous dire ce qu'il veut. Comment s'en protéger? Toujours vérifier les mails. N'oubliez jamais que le modèle ne sait pas. Les IA ne savent pas ce qu'elles vous prédisent. Elles ne savent pas. Demandez les sources explicitement. Vous allez voir que quand vous allez vous mettre à demander à vos IA de vous envoyer les sources de ce qu'elles vous disent, elles vont vraiment faire moins d'erreurs. Et utilisez le RAG. On va voir ce que c'est le RAG. Tentez de suite. Donc d'abord, on va parler juste de ce qu'est le prompt engineering. Donc ça, vous avez dû en entendre parler depuis quelques années. On vous expliquait que parler à un LLM, il fallait utiliser des techniques spéciales, il fallait parler d'une certaine manière. Il disait qu'un mauvais prompt donnait une mauvaise réponse, un bon prompt, c'était 80% du résultat. Alors ça, ce n'est plus vrai aujourd'hui, parce que maintenant, on a des modèles qui vont réfléchir. C'est-à-dire que même si vous donnez des mauvais prompts, ils vont se reprompter eux-mêmes pour essayer de voir d'essayer de comprendre l'objectif que vous voulez atteindre. Après, bien sûr, si vous promptez 2 mots où on comprend même pas l'objectif, le modèle, il va pas le comprendre non plus. Mais il faut vraiment se dire qu'à l'époque, le prompt engineering, c'était vraiment important. C'était vraiment très important de bien donner explicitement ce qu'on voulait. Bien sûr, aujourd'hui, c'est toujours important, car plus on a de précision, plus on aura le résultat souhaité. Il faut aussi se dire qu'il n'y a plus besoin d'être aussi, on va dire, de respecter la syntaxe exacte qu'on nous recommandait avant. Donc voilà, là on va lire quelques exemples de prompts. Mauvais prompt, rédige un email pour mon client. Bon prompt, tu es un expert en relation client, rédige. Alors, oui, cet exemple est bien, oui et non. Oui, parce que rédige un email pour mon client, si on écrit juste ça, on est d'accord qu'on aura un mauvais email. Après, si on dit rédige un email à mon client et qu'on donne un peu de contexte en disant ce client, je travaille avec lui depuis
tant d'années, je travaille dans ce domaine, et cetera. Il va rédiger aujourd'hui, les modèles vont rédiger des bons mails. Mais ce n'est plus important d'écrire: «Tu es un expert en relations clients», puisque de base, il va se mettre dans la peau d'un expert en relations clients, bien évidemment. Alors, résultat générique inutilisable, ton contexte, format précis. Donc oui, le contexte est toujours hyper important et le format aussi. Si vous avez envie d'avoir un mail dans un certain format, ben bien sûr que oui, il faut le mentionner. Donc, les 5 ingrédients d'un prompt efficace: le rôle, tu es un expert en marketing digital, donne un persona au modèle. Donc oui, ça en vrai, on peut toujours le faire si on veut vraiment maximiser notre modèle, quoi, vraiment le mettre dans la peau de quelqu'un. Le contexte, ça, mais c'est hyper important. Il faut vraiment que votre modèle ait le bon contexte pour vous donner la bonne sortie. La tâche précise, on est d'accord. Et 4, le format. En vrai, c'est normal, c'est très utile. Un exemple, optionnel mais puissant. Voici un exemple de ce que je veux. Montrer vaut mieux qu'expliquer. Ça, je suis 100% d'accord. Franchement, c'est parfait. Si vous voulez un email qui soit généré d'une telle façon et qui utilise votre syntaxe, etc., ben vous pouvez avoir une base d'email que vous lui donnez et il reprendra votre syntaxe en fonction de votre client, etc. Donc maintenant, le RAG. On en parlait juste avant. Qu'est-ce que c'est le RAG? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc le RAG, c'est pour Retrieval Augmented Generation. Le modèle cherche dans vos docs avant de répondre. Donc, RIP pour l'accent anglais, mais c'est pas grave, on va faire. Donc, sans rag. Question sur ton entreprise. Quel est notre tarif pro? Invente ou dit je ne sais pas. Et ça, c'est un très bon exemple. Quand la plupart du temps, vous allez demander à un modèle quel est le tarif pour notre entreprise, ben, en fait, il va juste inventer. Donc, c'est pour ça que le RAG ici est intéressant dans cette situation. Avec RAG, question sur ton entreprise, quel est notre tarif pro? Et en fait, il va aller chercher dans des docs et il va répondre précisément. Donc en fait, il va avoir accès à une base de documentation de l'entreprise, par exemple, donc vos tarifs, etc. Et il va aller chercher vos tarifs dans votre documentation et vous répondre à partir de ça. Comment ça fonctionne par étape? Donc ta question, quel est notre tarif pro? On recherche dans la base de documents, le modèle recherche, il extrait les passages les plus pertinents. Le but, c'est de ne pas tout extraire, mais juste d'extraire ce qui a l'air de correspondre à votre demande. Et on répond précisément basé sur les docs et pas sur des suppositions. Exemple d'usage, chatbot sur les docs, donc FAQ, contrat, procédure, la réponse exacte. Support client, répond 24 heures sur 24 sur ta base sans halluciner. Donc si on veut faire un chatbot de support client. Et de la veille automatique, par exemple, analyse de nouveaux docs dès qu'ils arrivent. Ça, c'est quelques exemples. On peut faire des tonnes de choses avec tout ce qui nécessite d'exploiter des documents, finalement. Donc, maintenant, les agents IA. Alors, un LLM classique, tout à l'heure, on a vu qu'il pouvait halluciner. Par exemple, quand on dit « cherche les vols Paris-Tokyo », le modèle ne va pas avoir directement accès à Internet pour chercher justement ces vols Paris-Tokyo. Donc, il va nous donner des conseils de recherche. Il va nous dire « rends-toi sur tel site, fais telle recherche, etc. » Ou alors, il va inventer le vol à partir d'une donnée qu'il aura dans sa base de données. Comme par exemple, oui, tu as un vol pour Paris demain, tu as un vol pour Tokyo après-demain, etc. Mais en fait, ça serait une hallucination. C'est-à-dire qu'il ne le sait pas vraiment, c'est juste des données qu'il a en base de données. Alors qu'un agent IA, si on lui dit réserve le meilleur vol, lui, il va être capable de chercher, comparer et de réserver tout seul. C'est ça l'intérêt, en fait. Et donc, comment on atteint ce résultat? Déjà, on va le définir. Donc, l'objectif, c'est que l'agent, il reçoit une mission de nous, l'humain. C'est-à-dire qu'on va lui donner un but, qui est ici, par exemple, réserve le meilleur vol. Du coup, il cherche, il compare et il réserve tout seul. Il planifie après. Il va décomposer cet objectif en sous-tâches. Donc, pour le cas du vol, ça pourrait être chercher des informations sur le web à propos de tel vol, de telle compagnie, chercher les différentes compagnies qui existent pour aller dans tel endroit, etc. Donc, plein d'informations possibles. Et pour cela, il va utiliser des outils. En fait, ces outils, c'est juste des scripts, du code, qui va permettre à notre LLM d'accéder à Internet. Donc, il aura un script pour faire des requêtes sur Internet, etc. Lire des fichiers, appeler d'autres agents, etc. Et à la fin, il va pouvoir livrer un résultat final. Donc, par contre, ceci, c'est une boucle. On n'oublie pas que, si besoin, l'agent sera toujours en capacité de revenir à l'étape de planification, de redécomposer en sous-tâches et d'utiliser ces outils, etc. Donc là, exemple d'agent en 2024-2025, non, on est en 2026. Mais voilà, on pourrait très bien avoir différents types d'agents pour des tâches de la vie de tous les jours, comme par exemple un agent chercher sur le web, synthétiser, rédiger un rapport à partir
de documents, etc., de compte rendu de réunion. Un agent commercial aussi, il pourrait qualifier des leads, envoie des emails, planifie des rendez-vous sur notre calendrier, etc. Ça, ce sont des choses qui sont totalement faisables. Et après, on a tout ce qui est agent de code, écrit, teste, corrige et déploie du code sans intervention humaine. Donc, OK, nous, on a vu les agents. Maintenant, on va répondre à une affirmation, à une question souvent qu'on me pose, c'est quelle est la meilleure IA? Alors, si vous avez bien compris les principes dont on a parlé avant, vous comprendrez que la réponse est qu'il n'y a pas de meilleure IA. Tout le temps, on demande ChatGPT ou Claude. C'est lequel le meilleur? Et en fait, la réponse, c'est pas de savoir c'est lequel le meilleur, c'est lequel est le plus adapté ou telle situation. Et c'est ça qui nous intéresse. En fait, il faut imaginer les IA comme des outils. Par exemple, le marteau, c'est pour enfoncer, la scie, c'est pour découper, l'équerre, c'est pour mesurer, le tournevis, c'est pour visser. Et en fait, ces outils, on ne demande pas quel est le meilleur outil. On utilise tel outil pour un outil pour telle ou telle situation. Et du coup, ben, maintenant, on va voir comment choisir son IA, en fait. Quelle IA pour quelle tâche. Parce que chaque modèle a des forces, et connaître ça, en fait, c'est déjà être 10 fois plus efficace. Moi, je peux vous garantir que le jour où vous comprendrez quelle IA fonctionne le mieux pour quelles actions, vous allez multiplier par 10 fois 20, par 20, par 30 votre efficacité et même diminuer votre utilisation de tokens, etc. Vu que vous allez moins essayer de répéter la même chose. Donc ChatGPT, il est très polyvalent, grand public, très bon pour le code, donc pas GPT-4o, mais plutôt 5.4. Je vous invite à regarder les benchmarks de code. Il est en première position, enfin à ce jour. Plugin et navigation web natif, ça, ben oui, hein, à l'époque, ils ont intégré très vite la fonction web dans ChatGPT, où ChatGPT pouvait chercher sur le web. Idéal pour les tâches quotidiennes et variées, ça je suis 100% d'accord. Claude Anthropique, excellent rédaction longue. Alors moi je l'utilise pas pour la rédaction longue car ça utilise beaucoup de tokens. Moi j'ai plus l'utilisé pour faire un plan. Donc il connaît le thème, la thématique de ce dont je veux parler. Et en fait je vais plutôt faire un plan avec lui en découpé en plusieurs étapes. Donc il est très bon pour du raisonnement complexe, nuancé. Moi je l'utilise beaucoup sur ça. C'est-à-dire que je vais lui donner une grosse base à analyser pour me donner une stratégie à suivre. Et il va être très bon pour ça. Donc, très bon pour rédiger des plans, très bon pour rédiger des stratégies. Contexte très long, bah, maintenant c'est jusqu'à 1 million de tokens sur les nouveaux modèles. Et donc, idéal analyse de doc, stratégie, je suis 100% d'accord. Ensuite, on a Gemini. Gemini, il intègre à Google Workspace. Recherche web en temps réel, il est très très bon. La recherche web, Gemini, il est excellent. Je le montrerai tout à l'heure, c'est pour ça que c'est très important que vous regardiez les autres chapitres de cette vidéo. Je vais montrer Gemini ce dont il est capable. La puissance en recherche est incroyable. C'est totalement fantastique. Il est également très bon sur la génération d'images. Donc, avec Nano Banana 2, il est excellent. Moi, Gemini, je l'utilise pour tout ce qui est recherche et génération d'images. Dans tous les cas, je suis jamais déçu. Donc, idéal pour de la recherche, G Suite, Média, je suis 100% d'accord. Et après, on a Mistral qui, lui, est open source. Donc, c'est-à-dire qu'on peut l'héberger sur nos propres serveurs et c'est un très bon modèle à héberger sur ces serveurs. Données privées, conformité RGPD, oui. C'est vrai que nous, dans le cadre de Cipia, du coup, notre société de services pour tout ce qui est IA, solutions logicielles, beaucoup de clients nous demandent d'utiliser les modèles Mistral car il y a tout un aspect de respect conformité RGPD et tout ce qui est souveraineté des données en France. Donc, très bon rapport qualité-coût et idéal du coup pour les entreprises et tout ce qui est trait à la confidentialité. Alors moi, je vous invite, la règle d'or, c'est de tester 2-3 modèles sur une tâche réelle. Genre, vous avez une idée en tête, vous prenez 2-3 modèles et vous les testez sur des tâches réelles et vous comparez en fait de vous-même. Vous allez très vite voir quelles les limitations pour chaque modèle. Donc moi, je vous invite vraiment à faire cet exercice et vous allez vraiment progresser. Donc conclusion pour ce chapitre, l'IA, il faut la voir comme une équipe et pas comme un outil. En fait, il faut vraiment comprendre que chaque IA, chaque modèle est fort dans un domaine. Et comme pour une équipe, chaque membre de ton équipe est fort dans un domaine et il faut l'exploiter au maximum en répartissant les tâches. Donc, mindset outil, fais-moi un plan marketing, on veut pas. Résultat générique, écris-moi un email, non plus on veut pas. Brouillon banal. Et nous, le mindset équipe, c'est on va spécifier la tâche, le rôle de notre IA. Tu es CMO, senior, du contexte. On itère jusqu'au résultat voulu. Voici un exemple de mon style. On donne des exemples. Résultat à 90% utilisable. Collaboration active. Résultat pro. Donc, imagine que tu as une équipe disponible 24 heures sur 24. Rédacteur, analyste, dev no-code, stratège. C'est à toi de répartir les rôles.
Tu dois trouver quelle IA est la meilleure dans chaque domaine en fonction de ton utilisation et créer ton équipe dès maintenant. Donc, ce chapitre est terminé. On va passer au prochain chapitre, justement. On va commencer à réaliser le projet. Du coup, on va tester différents outils IA, différentes IA, donc ChatGPT, Claude, Gemini. On va regarder chacune leur capacité et on passe à la suite. Donc, c'est très important que tu regardes la suite. Je vais vraiment apporter le maximum de valeur sur la suite. Donc, on continue sur ça. GPT, Claude et Gemini pour différentes tâches. En gros, là, l'idée, c'est de détecter dans quel domaine tel ou tel modèle est le meilleur. Donc, projet, un projet, c'est faire le meilleur planning, etc. pour faire notre projet, lequel génère les meilleures images, aussi une landing page pour un projet. Je n'ai pas d'idée spéciale de plusieurs projets possibles. Invente une boutique ou ETC mais donc vu qu'on veut un bon scope d'essayer d'incorporer l'agent sur notre landing bot. Ça va être un chatbot assez simple. Donc à la place du formulaire de contact. Donc à l'heure de cette vidéo, on utilise 4 comme modèle. Donc non. On va faire une agence, c'est pas mal. Agence freelance. Développons le projet de l'agence freelance. Stick de tel C. En étant... Donc là, en fait, je vais développer, d'imaginer des caractéristiques pour notre agence en étant le plus précis possible. Ce qui est important de tester, c'est un hardware, ok. Donc l'offre pour startup. Livrable, ok. Développement. On a pas mal un projet d'agence freelance. Cette agence en étant le plus précis possible. Et on va quand même lui donner le contexte du début, un peu de contexte du début qui était mes demandes avoir un chatbot à la place du formulaire de contact. Attends, on va tout lui donner plutôt. On va lui dire en effet, je veux réaliser la landing page pour un projet, je n'ai pas idée d'une agence. Agence créative, studio, vidéo, motion design, agence SEO. Bah non, on va pas toutes les sections, one pager, tac. J'ai l'offre structurée directement. Oui, j'ai le pain point, exactement. On a la stack directement, client fictif, ok. Donc là, il me propose le découpage de la landing page. Problème off, case study, vedette, process, équipe. On est vraiment pas mal parce si on est plutôt bon. D'ailleurs, moi, je peux vous montrer ça qui est assez intéressant. Donc, tout ce qui est intelligence, du coup, on a Claude Opus qui est en premier, suivi par Gemini 3 points et GPT 5.4. En fait, ils ont le même score. Donc, niveau Gemini, donc ChatGPT ont été bien meilleurs. Donc, on va partir carrément sur l'explication de ChatGPT. Je vais ouvrir une nouvelle conversation. Et si je lui dis, est-ce que j'ai le compte? Je ne pense pas que ça soit sur ce compte. Pas du tout ça. Donc, un connecteur. Donc, en fait, ça donne accès à Claude, à des outils qui expliquent comment utiliser Claude en 2026. On va lui donner notre boîte, voilà, qui est celle-là. Donc, j'ai choisi cette boîte. Tous les textes, la tester comme ça, hein. Tous les textes de la landing page. Section, on envoie tout ça. Donc là, il va nous proposer Hero, tagline force, sous-titre principal. Donc ça, vous voyez, le process, l'équipe, bidule, bon, ok. Et je vais lui donner, voici mon concept d'agence, une étude de marché complète que je lance dans ce projet. On envoie ça. Donc, Deep Research, là, un plan en plus. Nous designons et nous faisons des websites for B2B scale-up, corporate fluff, told to Silex, conversion by CTA secondaire, trust by fast growing teams, continue deals. Bon, le texte a pas l'air mal. Tac, headline, CEO quantique. J'aimerais bien essayer de tester si c'est plus punchy avec Claude ou non, ou alors est-ce qu'on reste sur ça ou un spécialiste en tout ce qui est SEO par exemple, Web Artifact, donc Skills SEO Claude par exemple. SEO Claude, c'est peut-être ça, hein. Je vais essayer quand même de me bugger. Je sais pas si c'est une bonne idée de tenter Infranodus. Ok. Ouais, non. Lui, c'est plus un landing, je sais pas, skill landing peut-être. Landing page. Alors, ça a l'air pas mal. Là, je le prends. Du coup, c'est landing page builder.
description, elle est là. Elle est parfaite et pas super, le truc Final CTA, il est où? Alors, pas du tout pris, parce que là, je viens de voir clairement, manque des infos. Vraiment tout, moi, c'est ça que je voyais. J'avais pété à poser ce texte pour un landing, qu'en penses-tu? Et on met le skill, donc on fait un slash dans ça. Et là, normalement, du coup, Claude est censé nous faire une meilleure analyse parce que du coup, il a ce skill. La liste à puce est précise, elle nomme des situations réelles. Build by a marketer, ok. Solution positioning, le titre, we turn SaaS, nanana, est générique, chose de plus tranchant. Et on lui dit, donc nous, on va aller voir sur, donc, pour donc générer des logos, etc. Du coup, ça, on va le générer après. Problème, headline, your website is costing you deals. Ok, lever des fonds, votre produit, ok, ok. Donc, pour récapituler, Claude nous l'a dit, on avait une très très bonne base. Juste la puissance, c'est qu'on, avec un skill, pour utiliser des skills, de la recherche sur Internet. Donc ça, c'est vraiment fantastique. Moi, j'ai pas été déçu sur les analyses de Gemini jusqu'à ce jour. Donc on va logo, etc., etc. Et on va essayer vraiment tout ça qui va d'enregistrer cette vidéo pour plus tard et de vraiment la segmenter. Je vais écrire chapitre par chapitre et de vraiment avancer. Ok, l'étude de marché est finie d'être générée. Je viens de recevoir la notification, etc. Donc si quelqu'un a envie de lancer ce type de produit, apparemment il y a des choses à faire. Donc on a tout ce qui est à la suite. La suite, on va générer des images. On va générer des images. On va essayer même de générer des vidéos. L'idée, c'est de tester vraiment ces modèles d'IA de génération d'images, de vidéos à incorporer dans notre landing page, dans notre site. Donc maintenant, pour la suite, on va continuer à itérer. On va générer en fait des images et des vidéos à inclure dans notre site web. Donc l'idée, ça va être d'utiliser les bons outils IA pour faire ce genre de choses. Donc là, on connaît la composition de notre site. Je pense qu'on peut aller chercher un outil, un skill, peut-être qu'il y a un skill de description d'images pour Nano Banana. Parce que du coup, pour générer les images, on va utiliser Gemini, qui est excellent pour créer des images. Donc ici, on se met en Create Image Pro, qui est excellent et qui génère des rendus incroyables. Genre vraiment, on peut faire vraiment des rendus incroyables avec Nano Banana 2. Donc on va essayer de trouver un skill pour Claude, pour de la description d'image. Donc skill Claude, Nano Banana, je suis sûr qu'on peut trouver quelque chose. CC Nano Banana, voilà, excellent. Claude Skill for Generate Image using de Gemini Clip Nano Banana Extension. Donc nous, on va pas utiliser, donc là, c'est directement via le CLI, mais nous, on va pas passer par là. Moi, je veux juste de la génération, juste de la description. C'est pas ça. Je veux de la description la plus précise possible. Banana Grade A. Ben, je pense que lui, ça doit être ça. Nano Banana, Make AI Image Creation Editing, nanana. Keep tuning. Donc ça a l'air pas mal. On peut essayer skill, hein, de toute façon, tout simplement. On peut tout tester. J'ai Nano Banana, Prompt. On peut essayer de voir s'il y en a un plus récent. AI Generation. Là sur School Banana. Non, j'ai pas envie de m'inscrire. C'est pas ça que je veux. Bon, on va rester sur le skill qu'on avait trouvé juste avant. Je pense que ça fera largement l'affaire. Le but, c'est juste d'avoir des prompts. On va essayer de toute façon. Il faut essayer. Il faut tester des choses et on verra. Au pire, le résultat sera pas incroyable. C'est moi ce que je vous invite à faire de toute façon. Il faut tester, il faut essayer jusqu'à ce que vous ayez quelque chose qui vous plaise. Donc, on va en ajouter un nouveau. Donc, compétences. Ajouter une compétence. Mince, c'est pas du tout ça. C'est compétences, gérer les compétences. Et on va upload, téléverser une compétence. Et je pense qu'on peut. Est-ce qu'on peut prendre le fichier direct? Non. Tac. Si je l'ouvre, là, si je le prends directement, je pense que je peux mettre le zip. Donc, on va l'ouvrir comme ça. Hein. On prend ça. Et on va le mettre dans notre skill directement. Tac, on fait ça. Et on va faire la même chose qu'on a fait tout à l'heure. On prend tout, on colle. On prend juste, on va prendre juste le nom. Donc on va l'appeler Nano Banana Prompt. Voilà, on met cette description. Donc on va tester ça. Ça se trouve, ça va être terrifiant. Ça se trouve, ça va pas du tout marcher. Mais il faut tester. Donc on peut prendre le skill. On prend celui-là, Nano Banana Prompt. Et on va lui dire, génère-moi les prompts de toutes les images qu'on pourrait inclure sur notre landing page. Tout simplement. Donc, on va la faire assez simple. Hein. On va juste lui demander lui-même d'essayer de trouver, de savoir où est-ce qu'il doit mettre les images, etc. Donc, même ça se trouve, il va aller voir, OK, ne sont pas disponibles dans son environnement. Alors, il a eu un problème d'accès au prompt. Ouais, il y a un bug là. Il y a un bug, un gros bug. Je pense qu'on peut clairement lui donner le truc. Donc, on va lui faire créer skill creator comme ça. Tac. Et je peux lui redonner. Je peux lui redonner le texte. J'ai fermé. On va juste tout reprendre. Tac, tac, tac. Là, je prends tout.
Je lui donne ça. Donc il va le créer. Il crée et après on refera les images avec le bon skill. Donc il recrée le skill nano. Donc on va le laisser recréer le skill. Il package le skill. Donc il est en train de l'installer. Maintenant, je joue le rôle du skill. Bah, super, il nous recrée ça. Enregistrer la compétence, c'est bon. Téléverser, remplacer. Parfait, elle est créée. Compétence, elle est installée. Et du coup, on va lui dire repasse sur les 13 prompts. Donc celle-là, c'est intéressant. Il va repasser en fait sur les 13 prompts et nous, on va les donner un par un à Gemini directement. Donc là, on peut essayer avec celui du héros directement. Donc juste, on prend le texte et on va le donner. Voilà, on l'a ici. Image de fond principale. Et on va le donner à Gemini directement. Donc je vais aller dans cette conversation et je lui envoie. Donc là, on n'est pas vraiment précis parce qu'on ne lui a pas donné d'image sur laquelle se référer ni rien. Mais bon, on a quand même de quoi faire un minimum de choses quand même. Donc pour le reste, donc là pour le héros, du coup, c'est le haut du site, la bannière qu'on va voir en grand. Donc Dark Mirror, Creative, Large Monitor, Displaying a Clean SaaS Website, Interface Glowing Softly. Ok. Héros, logo, un fond de bande client. Donc là, on fait vraiment tout. Là, il nous a fait. On a vraiment toutes les images. On va toutes les générer et on va se les enregistrer toutes dans un dossier. Donc, alors, qu'est-ce qui m'a généré ça? Bon, c'est vraiment pas la meilleure image que j'ai vue de ma vie. Mais bon, on va jouer le jeu. On va rester là-dessus. Et on va les faire une à une. On va lui donner les images. J'espère qu'on aura assez de quoi faire les images. Tac. Donc, photorealistic interior shot of a slick. Ok. Large screen on the wall, d'accord. Donc ça va être la même chose en fait. Surtout si on a fait l'autre avant. Logo fond de bande cliente. Les prompts sont pas du tout assez précis, sont beaucoup trop courts. Genre là, par exemple, on a ça, mais qu'est-ce qu'on fait de ça? Alors, il faut vraiment se dire que Nano Banana, on peut le prompter de mille et une façons. On peut donner l'angle, on peut vraiment faire des prompts qui sont vraiment excellents. Là, le fait, c'est qu'on laisse beaucoup trop de possibilités d'interprétation. Donc, en fait, il sait pas du tout. Une lampe, oui, d'accord. Ben, en fait, là, les deux scènes sont bonnes. On n'a pas du tout donné de fichiers de base, en fait. Donc c'est pour ça que ça va pas. Et en fait, il faudrait arriver à garder une cohérence entre les différentes images. Tac. Ok, donc ça c'est les portraits après. Bon, on va le jouer le jeu et on va essayer comme ça, hein. Logo de banque cliente, mais bon, je m'attends pas du tout à grand chose. Parce que le problème, c'est qu'on donne pas du tout assez de détails. On est beaucoup trop vague, on ne donne pas de scène de base. En fait, ce qui serait intéressant, ça aurait été de donner une image, la modifier, ou quoi. À partir de zéro comme ça laisse beaucoup trop d'interprétation. Et du coup, on arrive à des images qui sont qui veulent tout et rien dire, en fait. Alors là, ça veut tout et rien dire. Ça veut absolument rien dire, ce qu'on vient de générer. Donc, ok. Bon, bah, là, il m'a fait le bandeau en soi, d'accord. Peut-être qu'on mettra les... Donc là, il m'a fait le bandeau. Il est censé m'avoir fait le bandeau. Et c'est par-dessus qu'on devra mettre nos agences. Je sais pas trop comment Sonnet imagine le truc, mais bon, c'est le but du jeu. On essaye de faire ça à froid comme ça. Et on donne les recommandations et je vais donner ce que je pense carrément en direct et comment on peut l'améliorer aussi. Et on essaiera d'itérer au pire. Mais bon, on va tester l'outil sur ça déjà. Et après, on itère. Et d'ailleurs, en fait, on aurait même pu faire le contraire. Le problème, c'est que moi, j'ai ChatGPT Pro, donc ChatGPT peut aussi générer des images, mais j'aurais été très vite limité. Donc là, j'ai un dashboard, je ne sais pas c'est censé représenter quoi ce truc. Split, visual metamorph, SaaS website, mockup. D'accord. Bon, il a respecté ce qui est dit, mais je sais pas trop ce qu'on est censé faire à partir de ces informations. Bref, on va rester sur ça. Notre site, il aura une tête un peu bizarre peut-être, mais après, en même temps, on a peut-être abusé du truc. Moi, je pense qu'on ne va pas... Ce qu'on va faire finalement, c'est qu'on va pas générer des images pour chacun des éléments. Parce que là, en fait, c'est ça qui s'est passé. C'est que dans le site, ça rendra beaucoup mieux de générer les éléments en code directement. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va générer l'image du logo. On va se faire le logo et les portraits. Ça reste des images et ça, à la limite, on ne pourra pas le faire en code. Mais sinon, le reste, c'est vraiment pas utile. Donc, on va faire les portraits de l'équipe. Donc, équipe, portrait, Lucas. On va faire Lucas, Camille et Théo. Et il n'y avait pas un logo, on se faisait pas un logo, tac tac, jamais de logo, on n'a pas de logo, notre société. Bon bah on n'a pas de logo, hein, apparemment. Donc là, on va faire le Frenchman. Donc ça c'était Lucas, Camille et Théo. Donc on va voir à quoi ça ressemble. Et donc lui il est devenu complètement fou. Il me dit qu'il peut pas générer des images de gens, ce qui est totalement faux. Je passe mon temps à lui faire générer ça. Il est devenu complètement fou. Sinon, s'il veut toujours pas, il y a une astuce que je vais vous montrer pour générer des images de personnes qui n'existent pas, qui existent depuis pas mal de temps. Bon voilà, c'est bon, il a fait. Donc voilà, Lucas, il est quand même assez réaliste, hein.
Lucas, il est quand même assez réaliste, c'est vraiment pas mal. Et on est resté dans le thème qu'on avait précédemment pour notre site, donc c'est vraiment pas mal. Et on va faire Camille, et après on fait Théo. On sera pas mal pour les images. Tac. Et après, pour le reste du site, on fera ça en code directement, en fait. Pas besoin de s'embêter. Bon, là, il me refait sa folie. Donc, on va le relancer là-dessus, c'est pas grave. Mais non, non. Donc, Lucas, Lucas est très, très bien fait. Il est très bien représenté. Touk. Alors, attends. Et pour Théo, c'est dans ses... Ok. Fin de ses 20 ans. Ok. Woody, Technical, Energy. Donc là, je pense que c'est le CEO. Lucas, donc là, c'est Camille. Ça marche. Donc là, il y a un bout du background qui est parti. Et on part sur Théo. Donc Théo, est-ce qu'il voudra bien me le faire? Ou alors, pareil, il peut pas générer de visage parce qu'il a décidé ça. Et on peut carrément, on peut tester sur ChatGPT. Je pense que j'ai assez de crédit pour le faire. Donc si je fais ça, il y a un truc de, voilà, create email. Et on peut s'amuser à essayer de voir ce qui nous génère. Comme ça, on pourra comparer aussi la génération d'images entre ces deux IA. C'est une expérience assez intéressante. Donc là, ok, on va attendre. Et là, Théo. Voilà, Théo, il ressemble un peu à Lucas, mais il a l'air un peu plus jeune. Donc non, c'est vraiment pas mal. On est très très bien sur les trois. On est vraiment pas mal. On a de quoi faire. Donc on part sur ça. On va regarder ce que GPT nous fait. Et après, on va essayer de générer des vidéos. GPT a fait quelque chose de vraiment pas mal, hein. Vraiment pas mal. On est vraiment sur du très bien, hein, pour les images. Ils ont vraiment progressé. Donc on pourra essayer sur les trois, hein. On aura le choix finalement. Alors que Claude ne peut pas générer d'images comme celle-là. Tac. Donc on sait que, du coup là on sait que GPT et Gemini, très très bon pour la génération d'images. Ils font du très très bon travail. Alors là, ça fait vraiment, on est vraiment sur un visage assez réaliste pour les deux IA, hein. Pour les deux IA, on est vraiment sur un visage très très réaliste. C'est vraiment très bien. Alors là, je trouve ça un peu moins réaliste pour le coup. Le visage, je le trouve ok, il est réaliste, mais il y a un truc un peu plus bizarre. Mais oh bon, on va pas faire les compliqués. Je trouve quand même que c'est très très bien. Et puis, ce qui est assez stylé, c'est qu'on a gardé la cohérence. On a gardé la cohérence de background, surtout. Donc là, on va faire ça. Et on crée l'image. Tac. Ok. Et il a exactement la même tête. Il a exactement la même tête que Lucas. C'est son frère jumeau. Ils ont la même tête. Bon, il est très réaliste, hein, mais ils ont la même tête. Bon, c'est drôle. C'est exactement la même personne, mais c'est assez drôle. C'est très réaliste. Moi, je trouve ça pas mal. Je trouve ça vraiment pas mal. Est-ce qu'on peut zoomer? Non, c'est nickel. Franchement, c'est nickel. Bon, ben, les deux IA, elles ont été très bonnes pour générer des images. Je pense que c'est très très cool. Bon, ben, on passe à la suite. On va générer maintenant des clips vidéo. Le but, ça va être de mettre en scène ces trois personnages, puisque c'est ça le plus intéressant dans la génération de vidéos. Si on va essayer de mettre en scène ces trois personnages, on va essayer d'intégrer une vidéo sur le site où on a peut-être le CEO qui présente un peu la boîte très courtement. Donc Lucas qui présenterait la boîte très courtement. Et on va essayer de tester. Donc là, l'idée, c'est essayer de tester sur des outils à notre disposition et on regarde ça. Donc, on va continuer à partir de là où on en était. On va générer notre site web, notre landing page, tout simplement. Pour cela, on va le faire avec VS Code et Antigravity. Donc, pourquoi du coup les deux pour pouvoir tester l'un et l'autre. Donc VS Code du coup qui s'installe depuis internet, hein, juste taper VS Code. Et moi j'ai installé l'extension Cloud Code. Donc extensions elles sont ici. On tape Cloud Code tout simplement. Cloud Code pour VS Code et on l'installe et après on peut y accéder. Après il suffit de se connecter avec son compte et on est bon. Donc là on a VS Code qui est juste ici. Et on va avoir Antigravity qui est là. Donc Antigravity, on peut l'utiliser avec le compte Google. Donc là, voilà, on a accès à plusieurs modèles. Il y a Cloud Opus, on a quelques crédits avec ça. Mais après, nous, on va utiliser Gemini 3.1 Pro directement. Donc, ces deux agents, du coup, on va avoir accès à deux agents de coding. Et pour tester le jeu, en fait, on va juste le faire dans deux dossiers séparés et on va générer les deux sites web en même temps. On va se mettre dans le dossier et on continue sur ça. Donc là, on a bien VS Code qui est configuré. Là, on va se l'ouvrir là. Tac, l'ouvrir sur moitié d'écran. On va s'ouvrir du coup Claude. Décider de se fermer, je sais pas pourquoi, voilà. Tac, on se l'ouvre. Ah, nickel, du coup, on a Claude qui est ouvert là. J'ai mis dans un dossier qui s'appelle VS Code. Et on a Antigravity qui est juste là. Qu'est-ce que je peux... Voilà, je le mets dans un autre écran, si on est bon. Non, c'est pas grave, on naviguera de l'un à l'autre, ce sera plus simple. Donc, tout d'abord, sur VS Code, on va pouvoir sélectionner notre modèle. Donc là, je suis sur Opus Plan Mode. Pourquoi ce modèle? Parce qu'en fait, on va utiliser Opus pour faire le plan
de notre site web, comment on le découpe, et après on va utiliser Sonnet pour coder. Donc ça, c'est parfait. C'est pile ce que je veux. On est en effort médium, c'est très bien. On n'a pas activé Thinking. Enfin, du coup, c'est hyper flou, je ne sais absolument pas. Il y a un problème avec leur bouton, on ne sait pas si ça active ou pas. C'est pas grave. On peut mettre les styles, agents, etc. Donc là, on a tout ce qu'il nous faut. On va pouvoir mettre directement notre vidéo. On va pouvoir mettre notre comment ça s'appelle? Nos photos, etc. Donc les photos des fondateurs, le reste, on le générera. Et après, on a un petit Gravity. Là, on est en mode plan, pareil, avec Gemini 3 points. On va faire la même chose. Donc, ok, on va se créer des dossiers ressources et on va mettre tout ce qu'il y a à mettre dedans. Donc là, j'aime bien incorporer toutes les photos. Là, sur VS Code et sur Antigravity, tout est bon. On va retourner sur Safari et on va aller demander à Claude, du coup, on va reprendre tout le plan de Claude et on va le donner à nos IA pour commencer à build. Donc, ok, donc il était juste au-dessus. Voilà, et on a la structure du site qui doit être un peu plus haut. Voilà, qui est juste là. Donc là, on a la structure du site. On va dire, donne à nos IA le contexte et on est parti. Donc le contexte, c'est assez simple. Je veux, et là, juste, on va passer en mode plan. Voilà. Je veux réaliser une landing page pour une agence. Voici tous les éléments que je veux avoir. Donc, on reste quand même assez vague, vu qu'on va vraiment lui donner la structure entière du site. Il va comprendre à partir de ça. Dans le dossier ressources, tu as accès aux photos des cofondateurs ainsi que d'une vidéo de Lucas. Et on lui donne tout le site. Et là, normalement, il va sûrement nous poser des questions s'il y a des choses qu'il ne comprend pas ou quoi. Là, je regarde. Je ne sais pas si c'est un mode thinking ou pas, j'en ai aucune idée. Donc, on met ça. J'ai copié et on va faire la même chose pour Gemini. Donc, on est parti. Donc, là, Gemini et sur VS Code, du coup, Claude, ils vont nous établir d'abord un plan. Donc, c'est pour ça que je suis passé en mode plan d'abord. Un plan de tout ce qu'il va devoir réaliser pour réaliser cette landing page. Donc, tout ce qui va être la stack technique, quel code, quel stack utiliser, etc. Parce que là, je n'ai rien précisé. Moi, je ne connais. Il faut me mettre dans la place de la personne qui ne connaît pas la stack que je veux utiliser. Je veux que ça soit l'IA qui fasse tout. Et le but, c'est qu'elle me pose des questions si je connais ma stack, etc. Moi, je ne veux pas avoir à gérer cette partie. Donc, je vais juste donner mon objectif final, comme on a vu pour les agents dans le premier chapitre. Je donne l'objectif final et on va voir comment, et c'est l'agent qui doit voir comment il le découpe. Donc, Gemini nous propose le plan d'implémentation, du coup le goal, etc., la typographie, les composants, etc., bidule. Donc, on valide. Je ne sais pas du tout quel langage il va le faire, donc je pense que ça va être React. Bon, on valide, je touche à rien. Ici, il nous l'avait dit. React plus vite et conçu avec des CSS purs. Ok, nickel. Donc ça, très bien, ça va être très simple d'utilisation. Et VS Code, on a quoi? Donc, la stack, voilà. Il nous demande Next.js plus Tailwind. Bah, nous, on va faire recommander, hein, on va pas s'embêter. Dark Mode plus accent orange. Allez, on clique. Maquette UI interactive. Donc, vas-y, on fait ça. Sur quelle image veux-tu mapper chaque cofondateur? Je te laisse deviner. C'est vrai que je ne lui ai pas du tout dit lequel était lequel. Alors, Lucas. Là, c'est Théo. Du coup, on va lui dire, je te laisse deviner. Ok, nickel. Donc, ça, c'est bon. Et là, donc là, on va faire. Là, on le laisse. Always run. Donc c'est parfait. Et là, il est censé tourner en automatique. Voilà. Donc nous, on va le laisser travailler sur ça. Lui, il va rédiger le plan. Tac, tac. Le contexte est clair. Donc il a utilisé Mulch. Non, pas de Mulch, pas de code existant. Donc cet outil, un jour, je vous le présenterai. C'est l'outil que j'utilise pour que Claude ait toujours en mémoire une expertise à partir des anciens projets que j'ai fait, etc. Une mémoire un peu persistante. Donc cet outil s'appelle Mulch. J'utilise tout le temps. Ça me permet d'économiser en token et d'éviter à avoir à reprompter les mêmes choses à chaque fois. C'est pour ça aussi qu'il connaît ma stack, etc. Donc stack de code, mes outils de code, etc. Donc là, il vient de m'écrire le plan. On va lire ça. Component, c'est bien découpé. Tailwind, sélection. Donc on lui fait confiance, de toute façon, on le laisse faire. Et allez, on va auto-accept toutes les modifications. Donc on va se retrouver quand on aura une première maquette du site qui sera prête. Là, moi, je touche à rien du tout. Je vais les laisser bosser en automatique. Simplement, normalement, j'ai rien à valider. Tout doit se faire. Et on regarde après la maquette si tout va bien. Et peut-être qu'on fera quelques améliorations. Mais dans l'idée, là, c'est juste d'avoir une maquette fonctionnelle. Et c'était pour montrer l'intégration des différents outils qu'on a testés aujourd'hui.
Donc, les sites ont fini d'être générés. On va aller tester ça en direct. Donc, on va lancer ça. VPN Run Dev. Tac, est-ce que je suis dans le bon endroit? Ouais, VS Code. Donc, le site est live ici. Et on va se lancer celui d'Antigravity en même temps. Donc, c'est la même chose. VPN Run Dev pour lancer le site. Donc, on en a un sur 5173 et un sur 3001. Donc, on se regarde ça. Tac. Et l'autre sur le 3001. Ok, donc on commence par celui du... Le 3001, c'est celui sur VS Code. Donc on a notre vidéo. Notre vidéo, voilà. On a... Bon, le site n'est pas incroyable, hein. C'est vraiment un site IA fait en un prompt, quoi. Donc, ok, on a des sections censées être tech, un peu, voilà, dans l'idée. Bon, c'est pas le site. Le site n'est pas... Du coup, ce qui est assez drôle, c'est que c'est une agence de design et le site est horrible. Alors, le site est terrifiant. Mais bon, c'est pour l'exemple, dans tous les cas. Là, ce qui est drôle, c'est qu'on a les 3 petites photos de fondateurs qui sont les scale-up qu'on aurait scalé et d'escaler, mais bon. Ok, on peut parler au petit bot. Après, ça, on va le mettre en place, du coup. L'idée, c'est qu'on va se créer une petite automatisation d'un agent IA sur N8N. Donc, ça va être un petit exemple qu'on va se faire dans le prochain chapitre pour justement montrer un cas d'usage pour fonctionner avec ce bot. Bon, bref. Donc là, on a nos fondateurs, nos cofondateurs ici, ils sont rigolos. Donc ça, c'est pour le premier site. Donc tout fonctionne. On a bien nos images IA, etc. Donc tout est fonctionnel. Et après, on a celui-là qui est celui d'Antigravity. Donc on est exactement le même MDA, hein. On a juste ce petit bout là. Donc c'est le même délire. Donc site très IA. Donc d'accord, des infos, des données, les fondateurs, FAQ et après le bot. Ok. Bon, on a bien respecté dans tous les cas le plan, puisqu'en plus on a des sites qui sont assez similaires. Là, le bouton, il marche pas. Bon, les boutons marchent pas. Là, on a bien vidéo qui tourne, enfin bref. On a bien respecté le plan qui avait été défini pour les sections du site. Donc ça, c'est OK, on est d'accord. Donc maintenant, ce sera tout pour ce chapitre. On a fait le code, ça a l'air de plutôt bien fonctionner. On essaiera après de mettre un des sites en ligne, on va pas mettre les deux, on va en prendre qu'un seul, peut-être celui de Claude Code directement. Donc ça va être lui, parce que lui, il a l'air un peu plus fonctionnel. Et on va se faire une toute petite, mais vraiment toute petite automatisation. Ça devrait pas prendre très longtemps. Juste pour comprendre un peu le fonctionnement d'un agent IA, la puissance en fait de N8N dans ce genre de situation. On aurait pu clairement se faire notre agent, on va dire directement en code. Genre on aurait pu se le faire, mais vu que on va avoir un truc qui soit assez visuel pour qu'on puisse l'améliorer facilement et faire des modifications facilement, on va le faire sur N8N. C'est d'où l'objectif. Ok. Donc, on se retrouve pour le prochain chapitre. Donc là, on va se faire une petite automatisation, du coup, pour se faire un agent IA sur N8N. Donc là, on va vraiment se faire que l'exemple. On va mettre les blocs, c'est tout, pour expliquer le fonctionnement. On va pas mettre en place le code, etc. et tout connecter à notre site, enfin à notre code, à notre landing page. Ça, c'est moi qui le ferai pour montrer l'exemple. Nous, on veut juste comprendre l'intérêt, du coup, d'utiliser N8N pour créer un agent IA, par exemple. C'est ça la partie intéressante. Donc N8N, l'intérêt, c'est qu'on peut créer des automatisations, on peut créer des choses qui s'automatisent avec des blocs visuels. Donc en fait, l'agent IA, on aurait pu clairement le faire avec du code. Ça, c'est pas le problème. Ici, c'est que nous, en fait, on veut que ça soit simple d'utilisation. On veut que ça soit simple à modifier, simple à améliorer. Donc, on va se créer une automatisation, mais justement assez simple. Donc, on va prendre un agent IA. Ce bloc, c'est que dès qu'un message est reçu, donc là, nous, on va pas fermer. Pour l'exemple, en fait, on va rester sur le message, c'est pas bien. En fait, il faudra symboliser, puisque nous, on ne va pas publier le site, etc. Vu qu'on a parcouru déjà cette étape, c'est pas intéressant de parcourir l'étape pour publier le site. Donc là, on va partir du principe que ce qu'on écrit va directement ici. Tout simplement. On ne fait pas plus compliqué. Ce message, on se complique pas la vie. Et que l'agent, quand il répond, il va répondre là-dedans. Il va répondre dans l'interface ici. Voilà. Donc, quand le message est reçu, on doit déclencher notre agent IA. Notre agent IA, il va utiliser un modèle d'IA, tout d'abord. On va le configurer. Donc là, on va se dire qu'il peut utiliser OpenAI, c'est très bien. Tac, tac. Donc ça va être... Ah, lui, c'est un tool. Donc, attendez, je vais le chercher. C'est OpenAI Tool, je crois. Je ne me souviens plus comment il s'appelle. Tool, Mistral Cloud Model. Tac, tac, tac. Je me souviens plus du tout où il est. Je fais juste ça. Ah oui, voilà. Et là, on en a plusieurs, voilà.
Donc là, on va prendre OpenAI Chat Model. On prend un. Moi, j'ai un compte que je vais pas paramétrer ici parce que c'est pas important, mais on fera l'exemple. Donc, on va prendre le modèle. Donc voilà, on va se mettre ici. Donc là, on peut paramétrer notre modèle ChatGPT. Donc si on prend, je sais pas, le 4, on peut prendre le 4 au mini, il coûte pas très cher. Tac. Donc là, en fait, ce bloc va utiliser le modèle ChatGPT GPT 4 au mini pour traiter l'information. On peut ajouter de la mémoire aussi. Donc mémoire simple, hop là, voilà, on va mettre 5, on s'en fiche, hein, c'est juste pour enregistrer une petite mémoire. Donc enregistrer les précédentes exécutions. Des outils. Alors, nous, en fait, notre agent, il faut se rappeler ce qu'il fait. Notre agent doit... Alors, on va se remettre le bon. Ce serait peut-être intéressant. Voilà, notre agent, si je comprends bien, si on a des questions, tac. Notre agent, il doit être capable de parler, nous, de ce qu'on propose, de notre offre, finalement. D'enregistrer les questions du prospect, du lead, pour le qualifier et le diriger vers un rendez-vous. Donc, c'est ça qui nous intéresse. Donc, on va le connecter à des outils. On pourrait le connecter, par exemple, à un doc, voilà, qui contiendrait toutes les informations sur notre boîte. Donc, on va le mettre là, par exemple. Nous, c'est get. On va récupérer, des documents. Source, document, ok. Ensuite, on pourrait vouloir, du coup, prendre un rendez-vous. Donc, on va aller faire le calendar tool. Tac. Donc, calendar tool. Et on peut vouloir tout dans un Google Sheet. Donc, Sheet. Voilà, on va dire que... Tac, tac. Append row in sheet. Voilà, c'est très bien. Non, c'est pas du tout celui-là. Je croyais qu'il y avait un tool, justement, pour les Google Sheets. Voilà. Google Sheet tool. Et c'est nickel. Donc là, on donne accès à notre IA, on lui donne plusieurs outils et il va agir en conséquence. La sortie, je sais pas si on peut répondre dans le chat ou quelque chose comme ça, je me souviens plus. Voilà, scène de message. Voilà, on peut se dire ça. C'est très bien. Donc, on a notre agent qui utilise le modèle GPT 4 mini pour traiter le message, créer un événement dans le calendrier à partir de ça, récupérer les informations de notre société et créer une nouvelle ligne dans notre Google Sheet de client, par exemple, entre autres. Donc, on va créer ces documents, du coup, pour qu'ils puissent être modifiés et et après, on revient sur Unité. Du coup, là, on a nos deux documents. On a notre Google Sheet qui va stocker toutes les personnes qui nous contactent via le formulaire, enfin via notre site web. Et on va avoir le document qui contient les informations de notre société. Donc ça, on va l'appeler info, donc c'est Silex, je crois. Info Silex, comme ça. Et là, ici, on va taper client, enfin, leads Silex. Voilà. Très simple, on s'embête pas, on fait pas plus compliqué. Donc maintenant, on va aller connecter tout ça. Donc là, je fais ça. Document, est-ce que je peux le récupérer directement? Là, dans le sheet, c'est mieux fait. Voilà, donc on a lead Silex et on va récupérer voilà, sheet 1. Donc là, on est clairement connecté. Donc get row, nous on veut append row. Donc on crée une nouvelle row à chaque fois. No column found in Google Sheet. Donc si on va le refaire, on va rajouter, du coup, c'est non lead, non, plutôt non, société, conversation, imaginons, score et intérêt ou j'en sais rien. Donc voilà. On met ces points, mais en vrai, on pourrait mettre ce qu'on veut. C'est juste, voilà, conversation, intérêt ou résumé besoin, je sais pas, voilà. On est très clair. Donc là, on a mis à jour les infos. On revient sur une 8N. Je fais refresh. Voilà, non société, etc. Bidule. Donc là, on est bien. L'aide de modèle define de parameter. Donc oui, voilà, le modèle, on lui donne tout. C'est lui qui modifie tout. Donc ça, on est bon. En fait, cette case, mais du coup, c'est pour dire que l'agent IA, et puis, il va pouvoir tout choisir, tout remplir. Donc là, on est bon pour ça. Là, maintenant, pour celui-là, pour ce document, donc comment je fais pour récupérer le document? Je sais pas du tout. Je vais juste voir dans le lien. Je crois que c'est dans le lien qui a l'ID du document. Si je fais ça, je tente des choses. Hein. Je crois que c'est ça. Je crois que ça. On testera de toute façon. Si ça marche pas, on changera. Donc là, il est censé donner. On va mettre toutes les infos de notre société. Donc il est où? Il est là. Silex. Qu'est-ce que je peux prendre? Je peux prendre tout, hein, en vrai. Senior team. Je peux clairement prendre tout le site. En fait, je vais juste prendre ça. On va prendre tout le site, on peut faire ça. Ça, on a toutes les infos importantes. Super, ça marche. On voit rien du tout. Texte écrit en blanc. Ok. Du coup, là, on a toutes les infos sur notre site qui sont là. Donc, notre offre, l'équipe, bidule. Donc, voilà. Là, on est bien. Ça, on a connecté. J'ai mis l'ID. Donc, la mémoire, c'est quoi le problème? Si un ID, c'est chez un ID, il n'y en a pas. Ok, on s'en fiche. Et du coup, le chat, donc...
send message et on fixed expression et je peux pas, on laisse, honnêtement, on s'en fiche un peu. Mince. Donc l'IA, l'agent IA, prompt, donc ça, on va devoir le définir. Ça, du coup, le prompt, c'est le message qui est reçu, user message, donc spécifique output format, non, on s'en fiche. Donc ça, on n'y touche pas. Ça, ce modèle, il est configuré. Et en fait, c'est ici, peut-être qu'on va devoir mettre le prompt. C'est non, c'est là, je crois. Tac, tac. Parce qu'en fait, on est dans tous les cas, on est obligé de prompter notre IA, c'est obligatoire. Donc il y a le système message, voilà, qui va être là. Donc là, en fait, c'est ici qu'on va prompter notre IA pour lui dire ce qu'il fait en fonction du message rentrant. Donc là, on va juste directement à Claude, on va lui dire, donne-moi le prompt user message, mon agent IA. Je te donne la structure du N8N. Et là, en fait, ce qui est assez cool, c'est que là, en fait, on va pouvoir sélectionner comme ça tous les éléments et on va pouvoir les donner à Claude. Et en fait, il va avoir une idée de ce qu'on veut faire, en fait. Parce que là, on lui donne directement le workflow et là, il comprend en gros ce qu'on veut faire. Donc là, on lui donne. Donc, je vois ton workflow. Il y a un agent IA, 3 outils. Google Down, machin, Google Sheet, sauvegarder les leads. Voici le système prompt complet à coller dans le champ System Message de ton AI Agent. Donc là, il a toutes les infos, on prend tout, tac tac. Lead scoring guide, machin, bidule. Donc c'est très très bien. On le laisse travailler et on prend le prompt et on va lui donner. Donc ça, on fait ça. On lui donne son prompt. On enregistre ça. Donc là, on est bien. Là, je pense qu'on est pas mal. Là, juste le calendrier, on va corriger. Donc, le calendrier, on prend un calendrier au hasard. Voilà, celui-là, on prend le mien. Now, alors le end, du coup, c'est le modèle qui décide. On donne tout. Tout le modèle décide. L'aide de modèle define, il décide tout. Je lui donne tout vraiment. On peut ajouter des paramètres. Donc, description, pareil. Le modèle, il décide. Quoi d'autre? All day, non. Guest, ID, location. Non, c'est pas intéressant. Est-ce que le nom déjà? Le nom, on n'a pas donné. Donc color name, guest can modify, non, c'est pas intéressant. Summary, ouais, c'est hyper intéressant. Et en fait, on pourrait mettre les attendus aussi, les guests, mais bon, en fait, les guests, c'est utile quand on a connecté un agenda ou quoi. Donc on va laisser ça comme ça. Donc là, on est pas mal du tout. On est vraiment pas mal. On a juste ce problème de mémoire. Et ça, je pense qu'il va se régler après. Donc là, on va demander à Claude de nous générer plusieurs user messages. Génère plusieurs user messages pour tester. Voilà. Donc là, il va nous générer plusieurs user messages. On va sûrement avoir une erreur. Il y a toujours une erreur quand on lance le workflow. Voilà. Mais on itérera, c'est pas un problème. Et donc, on va faire chat et on va essayer d'envoyer un message. On va voir si ça fonctionne. Donc, tac, on envoie. Le message est envoyé, je crois. Tac. Donc là, l'agent réfléchit. Pour l'instant, ça n'a pas l'air d'avoir de bug. J'aurais bien aimé avoir l'exécution en direct, parce que normalement, on peut voir quel nœud est exécuté et où et quoi. Si je fais exécution, qu'est-ce qui se passe? Il y a une erreur, je pense. Et donc, la mémoire avait bien été appelée. Response mode in the chat trigger node must be set to using response node. Donc non, c'était ça qui était pas bon. Vérifie you're using a chat trigger with the response mode. Attends, il y a ce truc, chat. Ça, le trigger, on l'a déjà mis. Là, j'ai pas trop compris le chat trigger with the response mode option set to using. Est-ce que je la vois? C'est peut-être dans lui qu'il faut activer. Make available. C'est pas lui. C'est lui. Voilà, c'est ça. Et là, du coup, là, on est bon. Et là, on va répondre à partir de ça. Donc, le message, tac. Ok, donc là, je peux le réexécuter. Donc là, on peut le réexécuter. Par contre, ça me perturbe ce truc. Je ne vois pas les exécutions. Je pense qu'il y a eu un bug. Je le refresh. Là, maintenant, si je l'envoie, voilà. Donc là, il appelle bien le modèle d'IA. Là, je vais avoir une réponse directement, mais il n'est pas allé chercher les outils. Donc ça, c'est un problème. Du coup, on va corriger ça. On a bien utilisé le modèle d'IA, on a bien utilisé la mémoire, mais on n'a pas du tout utilisé les outils auxquels on avait accès. Par contre, là, le message, on n'a rien du tout en sortie. Donc ça, c'est parce que... Et donc, la sortie, c'était Super Thomas, je viens de ton link flow. Tu me donnais l'email auquel je peux te joindre pour qu'on puisse discuter plus en détail. On reviendra vers toi dans les 2 heures. Juste là, on n'a pas du tout géré. Donc, c'est le message. Du coup, on va prendre la sortie. Là, vous voyez, en fait, ce qui est cool avec N8N, c'est qu'on peut clairement faire ça. Et tac, ça, je sais plus ce que ça veut dire. Et du coup, là, ils nous auraient répondu directement là. Et du coup, dans la mémoire, on enregistre dans la mémoire en plus. Et on peut augmenter aussi la fenêtre de contexte, hein, on peut mettre beaucoup plus. Donc, je la refais, on se la refait une autre fois. On n'a pas appelé d'outil par contre.
Ça, il faudra régler. Là, je peux mettre beaucoup plus de contexte. On va se mettre 10, hein, on va pas s'embêter. OK, on fait ça, on se renvoie. Donc on exécute et là, normalement, il est censé répondre. Voilà, donc là, on a une réponse. Donc, je me le mets un peu plus grand qu'on puisse bien voir. Super, je peux pas. Ah, donc salut, super Thomas, c'est génial d'entendre que Linkflow vient de lever des fonds et que vous êtes en pleine évolution. Pour finaliser, quel est le meilleur email pour vous contacter? Nous reviendrons vers vous dans les 2 heures. Super. Donc là, si j'écris thomas@mail.com, qu'est-ce qui est exécuté? Là, il n'y a pas d'appel d'outil. Ben là, du coup, on enregistre clairement le lead. Merci Thomas, je viens de noter votre information. Étant donné votre budget, votre calendrier, souhaitez-vous réserver un appel rapide de 20 minutes à notre équipe? Du coup, déjà, on va juste aller vérifier que le lead a bien été enregistré. Parfait. Thomas, Linkflow, Thomas CMO, Thomas CMO. Donc, je vais juste le lire. Mince. Donc là, il y a toute la conversation. Le score, 8, Linkflow, cherche des solutions pour optimiser le pipeline. Donc ça, c'est nickel. Donc ça, on est bien, on est très très bien. Et du coup, ben là, on va dire, ben, je suis disponible lundi 20 avril entre 14h et 18h. Donc, ok, on enchaîne sur ça. Donc là, j'ai bien le calendrier qui s'est exécuté. Je réserve un appel le lundi 20 avril de 14 à nana. Vous pouvez accéder à l'événement, ce lien. Donc là, si je vais sur le lien, qu'est-ce qui se passe? On est en avril 2024. Bon, ok, ça, il faut que je le corrige. Mais bon, le lien a bien été enregistré. Appel avec Thomas de Linkflow. Là, si je l'ouvre en grand. Donc, on a appel pour discuter du projet Linkflow, optimisation de pipeline en SAS B2B. Et donc, ça s'est bien enregistré pour le 20 avril. Bon, moi, j'ai pas, en fait, c'est que j'ai pas dit qu'on était en 2026. Donc, voilà, il y a des modifications à faire, mais l'agent a très bien écrit dans le calendrier, nous a ajouté le lead et connaissait les infos de la société. C'est vraiment pas mal. Maintenant, si je veux aller un peu plus en détail, je peux très bien dire, j'aimerais quand même voir des infos sur les fondateurs. Donc, on voit quand même, et alors là, du coup, ben, on voit que l'IA agent vient d'appeler le document, il est allé lire toutes les informations. Et en fait, ça, il faut vraiment se dire qu'on peut faire n'importe quoi. Tout est possible. C'est vraiment juste l'imagination qui limite. Donc là, voilà, on est allé chercher Lucas, lead designer, avec 6 ans d'expérience, Camille, etc. Et donc là, en fait, on n'invente pas des infos. L'IA agent va vraiment chercher toutes les données dans notre base. Du coup, la base, c'est juste un Google Doc, mais en fait, on peut faire n'importe quoi. Donc là, on s'est très bien représenté l'idée de l'agent. Donc pour l'instant, on est resté que sur N8N, mais dans l'idée, en fait, on se dit on peut connecter cet agent directement ici et l'introduire dans notre page web. Donc, ça sera tout pour ce chapitre. Et d'ailleurs, ça sera tout pour cette vidéo finalement. Donc, on a pu voir en fait dans cette vidéo, on a pu étudier en théorie qu'est-ce que c'était les LLM, que c'était les agents IA. On a pu tester différents LLM, on a pu générer des images, on a pu générer des vidéos, tester sur quoi chaque LLM était le plus fort. On a pu coder avec VS Code et Antigravity. On a pu réaliser notre première landing page et on a pu créer notre premier agent IA sur N8N en partant de zéro pour l'introduire dans notre landing page. Donc, n'hésitez pas, mettez un like à cette vidéo et abonnez-vous. Je publie des concepts comme celui-ci. Toutes les semaines, je teste des nouveaux outils. Je crée du contenu de valeur. J'essaye de vous apporter le max de valeur possible. J'essaye de vous éduquer au max sur l'IA, sur les nouveaux outils qui sortent. Moi, je m'appelle Nathanaël, je suis ingénieur. Je suis passionné par l'IA, je suis passionné par la technologie. Je réalise des automatisations et j'ai une société d'automatisation, on fait des formations professionnelles et des automatisations pour les entreprises. Je fais ça depuis plusieurs années maintenant. Donc, j'ai également créé un espace communautaire qui s'appelle Builder Space. J'ai créé une communauté qui s'appelle Build with Nat, sur laquelle je poste des contenus à forte valeur. Je poste des nouveaux outils, je poste des guides tous les jours. Je poste des choses, on discute, on parle d'IA, on parle de nos projets. Vraiment, c'est vraiment cool. La communauté est complètement gratuite. Je poste gratuitement toutes les informations. J'essaye d'apporter le maximum de valeur, vraiment. Donc, si vous avez aimé la vidéo, mettez un commentaire. Dites-moi ce que vous n'avez pas compris. Dites-moi ce que vous voudrez que je refasse. Je vais refaire des vidéos dans le même style dans tous les cas. C'est une première vidéo introductive sur l'IA. Qu'est-ce que je referais si je devais partir de zéro? Donc voilà, n'hésitez pas, dites-moi ce que vous avez aimé, mettez un like et abonnez-vous et on se retrouve plus tard. Allez, ciao!